Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h. Jean-François Achilli. Allez, il est 8h et presque 12 minutes. Bonjour à vous et bienvenue Philippe Charlez. Bonjour. Expert en questions énergétiques. Ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, vous connaissez, vous êtes une vraie voix à Sud Radio. Vous êtes là ce matin pour nous éclairer. Les prix, c'est pas qu'ils grimpent, mais ils restent très élevés à la pompe. Peut-être que nous pourrions rappeler un peu les moyennes nationales. Hein. Ça ne bouge pas, alors on va dire pour faire simple qu'on est un peu au-dessus de 2,20 pour le gasoil, le diesel, et on est au-dessus de 2 pour le SP95. Alors une augmentation qui tombe mal à quelques jours de la rentrée, alors que de nombreux Français aujourd'hui sont sur le retour des vacances. Il y aura un deuxième chassé-croisé la semaine prochaine. Pourquoi ce prix des carburants reste aussi élevé? Alors on va rappeler à nos auditeurs qu'il y a en fait 4 grandes composantes dans le prix des carburants. Donc il y a d'abord le prix du baril, évidemment, donc prix du baril brut. Ensuite il y a ce qu'on appelle, et je vais y revenir, la marge de raffinage, c'est-à-dire, alors c'est pas le prix du raffinage, mais c'est le prix des produits raffinés sur les marchés, des produits raffinés qui sont cotés à Rotterdam. Ces 2 premières composantes sont tout à fait dépendantes des marchés mondiaux, et donc on n'a absolument aucune action dessus. Rien. Après, il y a la marge dite de distribution qui inclut le transport et la distribution, et enfin il y a les taxes. Les taxes. Et donc, quand on regarde ces 3 composantes, pour faire simple, aujourd'hui, le baril sur l'augmentation par rapport au 30, je vais me prendre le 31 janvier de cette année, donc avant le conflit du Moyen-Orient, le baril joue sur 25%. Les marges de raffinage jouent sur 60%, et le reste c'est les taxes. Il faut rappeler que dans les taxes il y a une partie fixe qui n'a pas changé, qu'on appelle la TICPE, et puis il y a la TVA qui est de 20% sur la marge sur le prix hors taxe, donc qui mécaniquement a augmenté. Mais finalement l'augmentation des taxes a joué très peu, contrairement à ce qui est véhiculé d'ailleurs sur certains plateaux. On explique que finalement ce ne sont que les taxes qui expliquent le prix élevé des carburants aujourd'hui. C'est une lecture qui est biaisée. La lecture est complètement biaisée. Aujourd'hui, la composante essentielle qui joue sur le prix, c'est vraiment la marge de raffinage, le prix du produit raffiné. Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord parce que on a fermé énormément de raffineries en Europe. Alors c'était un mauvais choix, puisqu'en fait, on a considéré dans les années 2015-2020 que raffiner en Russie, c'était beaucoup moins cher que de raffiner en France. On a délégué notre raffinage à la Russie, et puis la Russie est devenue persona non grata, donc on ne veut plus des produits raffinés russes. Et aujourd'hui, il y a 2 facteurs qui jouent sur la raréfaction des produits raffinés, notamment du diesel. D'un côté, la fermeture du détroit d'Ormuz joue, puisque non seulement le Moyen-Orient produit du pétrole brut, mais produit aussi des produits raffinés. La deuxième chose, c'est que les raffineries russes ont été fortement endommagées récemment par les attaques ukrainiennes. D'ailleurs, on a vu dans certains reportages que en Russie, pour avoir de l'essence, on faisait la queue pendant plusieurs heures. Donc la raréfaction des produits raffinés, et notamment du diesel, fait que ces produits raffinés atteignent des marges absolument démentielles. Ce qu'on appelle la marge brute de raffinage est de l'ordre normalement de 30 € la tonne, et aujourd'hui elle dépasse les 300 € la tonne. Et Philippe Charles, c'est considérable. Oui, c'est absolument considérable. Et donc il faut bien se focaliser sur cette partie raffinage qui est fondamentale. Question annexe, complémentaire. Pourquoi ce choix d'avoir délégué notamment à la Russie le raffinage? C'est un choix des pétroliers ou c'est un choix gouvernemental? Non, c'est... on va dire que c'est quand même un choix politique. C'est-à-dire que globalement, ça coûtait moins cher de raffiner ailleurs que de raffiner en Europe, comme ça coûte moins cher de produire ailleurs que de produire en Europe. Et donc, on va dire que la baisse européenne du raffinage, et notamment dans les raffineries d'Europe de l'Est après la chute du mur de Berlin, a été un choix absolument déplorable, puisque nous avions pratiquement des capacités de raffinage presque suffisante pour approvisionner l'Europe en produits raffinés, et aujourd'hui ça n'est plus le cas. Donc effectivement ce choix de mondialisation a été un choix déplorable. Les questions de base que chacun se pose, vous êtes l'expert, vous savez, vous avez la haute main là-dessus, mais quand on est à la pompe, on s'interroge toujours, est-ce que les automobilistes paient davantage que ce que justifient les coûts réels de ce pétrole là, qu'on met ce carburant qu'on met dans la voiture? Alors oui,
Oui, puisqu'en fait, je vous ai dit qu'il y avait deux composantes qui ne reflètent pas un prix mais un marché, et donc une abondance ou une pénurie, donc ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, c'est le prix du baril et le prix du produit raffiné. Pour vous donner un exemple, c'est qu'aujourd'hui, extraire un baril de pétrole du Moyen-Orient, c'est moins de $20 un baril. Et on le paye aujourd'hui $80, donc ça veut dire que globalement, oui, ça ne reflète pas le produit raffiné. Mais disons que ça, c'est caractéristique des matières premières. Hein. Toutes les matières premières, soit sont beaucoup trop chères, soit sont pas du tout assez chères dans certaines circonstances, suivant la loi de l'offre et de la demande. C'est elle qui joue et ça n'est pas le coût d'extraction. Parce que la question qui vaut pour, on va dire, ce secteur comme pour la grande distribution et autres sujets de la vie, de la consommation quotidienne, c'est pourquoi est-ce que l'État, c'est qui s'enrichit au passage? Alors, une question qui est, vous l'avez déjà évoquée, mais pourquoi est-ce que l'État n'a pas baissé, comme ça s'est fait notamment dans les pays voisins, en Allemagne, temporairement, en Espagne, exactement, temporairement les taxes sur les carburants? Alors, dire pendant 3 mois, pendant 6 mois, telle taxe, on nous l'a. Vous n'êtes pas sans savoir que l'État français est légèrement endetté. Légèrement, oui. Oui, légèrement endetté. Donc, ce qui signifie que les taxes sur les carburants, c'est le deuxième revenu après l'impôt sur. C'est inférieur à la TVA, mais c'est presque supérieur à l'impôt sur le revenu. Donc, c'est-à-dire que c'est un revenu énorme. C'est que la TVA, c'est le numéro 1, oui, énorme pour l'État. Par contre, il y a une partie des carburants qu'on aurait pu réduire ou du moins différer, c'est ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie, qui n'est pas une taxe, contrairement à ce qui est dit. C'est en fait un prélèvement qui est redistribué pour favoriser la transition énergétique et qui vaut quand même sur environ 16 centimes au litre. Donc ça veut dire qu'on aurait pu au moins annuler ces certificats d'économie d'énergie pendant un certain temps pour essayer de faire baisser le prix. Mais le prix ayant pris pratiquement 60 centimes d'euros au litre, ça n'aurait quand même joué que sur une toute petite partie. Pour le reste, baisser la TVA. Moi, je ne suis pas favorable non plus parce que c'est un très mauvais signal. Il faut quand même savoir qu'on essaye de baisser notre consommation de carburant et qu'évidemment, si vous baissez les taxes, c'est pas un signal prix qui va en faveur de la baisse de la consommation des carburants. Donc, je ne suis pas tout à fait favorable à la baisse de la TVA. Oui, parce que finalement, si les prix baissent, deviennent un peu plus abordables, chacun va de nouveau consommer, ne pas se mettre dans une perspective, on va dire, de changer notre façon de rouler, hein, c'est-à-dire passer à l'électrique. On dit toujours qu'en matière de carburant pétrolier, une faible élasticité prix. Donc c'est-à-dire que globalement, c'est tellement important pour les gens que les prix augmentent ou baissent, finalement, ils consomment ce dont ils ont besoin. Si les prix sont trop élevés, forcément, ils n'iront pas au restaurant pour pouvoir se déplacer. Et si les prix sont plus bas, c'est pas pour ça qu'ils vont nécessairement rouler plus, mais disons que baisser les prix et les taxes n'est pas nécessairement un bon signal d'un point de vue transition énergétique. Est-ce qu'on peut demander aux distributeurs de réduire un peu la voilure aussi, de faire baisser un peu leur marge? De ce côté-là, je suis très clair, les marges de distribution ont plutôt légèrement baissé, donc c'est pas du tout le facteur qui a augmenté. On est toujours au même niveau, on aurait même plutôt baissé les distributeurs auraient même plutôt baissé leur marge de 2 à 3%. Donc encore une fois, j'insiste, c'est vraiment la partie raffinage qui est la clé. Si demain États-Unis et Iran se serrent la main, disent bon, on arrête les frais, on ouvre tout ça, on arrête la guerre, parce que cette guerre en fait est toujours là. Hormuz rouvre, alors ce n'est qu'une partie du trafic, mais l'impact est fort et puissant. Est-ce que ça va changer quelque chose à terme à la pompe? Ça va faire baisser le prix du baril incontestablement. Oui. Donc sur les fameux 25% du baril, ça va jouer. Une baisse de $10 du baril, ça correspond environ à 6 à 7 centimes sur le litre d'essence. Donc on peut imaginer un baril qui est aujourd'hui à $80, redescendre à 60, 65 $. Donc on va gagner de l'ordre de 15 centimes à peu près. Mais par contre encore une fois sur les produits raffinés, ça dépasse largement le Moyen-Orient
Et donc là, il y a vraiment un problème structurel. Et donc j'ai peu d'espoir que d'ici la fin de l'année, même si le conflit Iran-États-Unis s'arrêtait, qu'on puisse baisser les prix en dessous du 2 € par litre. Donc ces prix ne vont pas bouger d'ici à Noël, quoi, grosso modo. J'ai peu d'espoir. C'est compliqué. Vous avez l'impression que nous sommes vraiment rentrés dans une période de longue distance qui nous raconte que peut-être il va falloir changer quelque chose. Les Chinois déboulent, c'est un drame pour l'industrie automobile européenne, avec des voitures extrêmement compétitives et avec des capacités électriques puissantes. On va passer à autre chose, mais ça risque d'être chinois, hein. D'abord, ça risque d'être lent. Il faut quand même savoir que sur les 45 millions de véhicules en France, il y en a 43 qui sont toujours thermiques. Donc ça veut dire que la percée de l'électrification est quand même excessivement lente, et donc on va continuer à consommer pas mal de pétrole. Et effectivement, si on avait bien un avantage compétitif par rapport à la Chine, c'est bien sur la voiture thermique. Je dis toujours que si la Formule 1 était aux Jeux Olympiques, l'Europe aurait toutes les médailles et la Chine ferait de la figuration. Donc ce qui veut dire que la percée de la voiture électrique est peut-être une bonne nouvelle pour le climat, mais c'est pas une très bonne nouvelle pour l'industrie automobile européenne. Voilà, c'est dit avec beaucoup de clarté. J'ai tout compris, hein. Merci à vous. Philippe Charles. Je rappelle, expert en questions énergétiques. Vraiment, j'ai absolument tout compris. Et vous êtes l'une des vraies voix Sud Radio. Je trouve que le constat quand même est un brin pessimiste. C'est pas une critique, c'est un reproche. Il est réaliste. Il est réaliste. Voilà, vous m'avez enlevé le mot de la bouche, réaliste. Et ça va durer pendant des mois. Soyez prévenus. Il va falloir changer nos habitudes de consommation. Et je peux vous assurer que moi-même, je trouve cela absolument dramatique. Allez, merci à vous, merci Philippe à vous. Charles. Bon dimanche.